Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Service Secret, le podcast qui donne la parole à ceux qui sont normalement debout, et moi qui suis assis, puisque je suis Sébastien, et je représente ceux qui consomment en général de manière, alors avec modération, on le dit régulièrement, mais avec modération la consommation. Et je suis toujours accompagné de ce brave Aurélien qui est là à chaque fois dans tous les bons coups et qui lui représente les gens debout. Je ferai pas la vanne que je fais à chaque fois sur, rassurez-vous, là il est assis, non bien sûr. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, je suis très heureux d'être là et d'être avec Fiona qui a décidé de venir nous voir à Paris. Fiona, oui, alors là, il dévoile tout de suite, là, j'ai plus rien après derrière à dire, je vais pas embêter. Oui, bonsoir Fiona. Bonsoir à tous les deux. Qui nous fait l'honneur effectivement de sa présence, puisque Fiona, tu n'es pas de Paris. Non, tout à fait. Comme quoi il peut y avoir des gens bien. C'est hors ça. De la petite couronne. Tu es d'Aix-les-Bains. Oui, alors originaire de Lyon à la base. Ah oui. Oui. J'ai atterri à Aix-les-Bains un peu par hasard, mais. Aventurière, hein. Lyon-Aix-les-Bains, c'est 1 heure de bagnole. C'est ça. Une grande aventurière. Ouais, on verra qu'il y a eu quand même beaucoup d'aventures. Il y a quand même beaucoup parties, Fiona. C'est ça. Et du coup, un peu atypique parce que normalement, vous le savez, vous les fans de ce podcast, que normalement on va dans le lieu toujours de notre invité. Là, cette fois-ci, on n'est pas là à Aix-les-Bains, on est à Paris, boulevard des Batignolles, Paris 17e, dans un très bel endroit avec un très beau nom, les Gouttes de Dieu. Belle promesse. J'adore. On verra, oui. Petite c'est comme ça référence qu'on à la appelle le série. vin. Ah, c'est la série sud-coréenne, Ouais. c'est ça? Oui, tout à fait. Où il y a un vigneron bordelais qui d'un coup s'est fait attaquer par un attroupement de Coréens, je crois, ou Bourguignon peut-être. Où en fait dans la série, à la fin, ils disent que les larmes de Dieu c'est tel vin, ou les gouttes de Dieu c'est tel vin, et du coup ils donnent un vrai nom de vin. C'est vrai. Et du coup il s'est fait attaquer, d'un coup il n'a pas compris pourquoi tous les Coréens sont arrivés. Alors, je crois que c'est Bourgogne. Oui, c'est... On coupera peut-être cette anecdote, on va pas se... J'étais un peu bancal là-dessus. Et donc du coup, voilà, Fiona, toi tu viens, tu as une entreprise. Oui. Tu es CEO Tout à fait. de l'entreprise Champagne Rendez-vous. Waouh. C'est ma société, oui. Une belle promesse. On dit Champagne Rendez-vous, peut-être même d'ailleurs. Rendez-vous, oui, en anglais ça passe mieux. Parce qu'on va en parler parce que Fiona est de lyonnaise, mais surtout américaine, hein, parce que départ en 2011 à New York, Château-Guiraud, qui n'est pas à New York, le Château-Guiraud. Non, Château Non. Bordelais. Ah, Ouais. très bien. Alors je suis bordelais, hein, je le Ok. dis un petit peu. Château-Guiraud, ah bon, c'est où Château-Guiraud exactement? Sauternes. Ah Ouais. oui, très bien, avec un petit foie gras. Voilà. On n'a Pas rien, que. on n'a rien à manger d'ailleurs. Hein. Non, mais voilà, on fera en sorte qu'on ait de quoi découvrir les gouttes de Dieu à travers quelques assiettes. Oh là là, dès qu'il part, j'ai envie de m'envoler. J'ai envie de courir dans des champs. Très bien, dans des vignes en l'occurrence. Et donc, alors tu es partie comme ça, toute seule en 2011? Ah non, en fait, moi mes parents ils se sont expatriés plutôt jeunes, enfin on va dire il y a quand même quelques années au Canada. Oui. Donc moi je suis originaire de Lyon et en 2004 mes parents décident de partir au Canada pour monter leur business. Moi à cette époque-là j'ai 14 ans donc forcément je m'expatrie avec eux Ouais. et voilà je démarre une vie en fait en Amérique du Nord donc j'ai vécu moitié de ma vie en France, moitié de ma vie en Amérique du Nord. Ah oui. Donc j'ai la double nationalité canadienne. Et voilà, en fait, je termine mes études à Montréal. J'enclenche en fait sur HEC là-bas, mon diplôme en sommellerie également sur Montréal. Donc voilà, en fait, vraiment, j'évolue dans une culture très nord-américaine, une vie très nord-américaine. Et voilà, je décide de me lancer dans le monde du vin à la sortie de mes études. Et oui, d'accord. Donc d'où le Château-Guiraud. Oui, Château-Guiraud, ça vient... Guiraud, d'ailleurs, alors, pardon. oui, là, vous avez mon CV en main, et donc du coup, c'est vrai qu'on fait un petit accéléré sur le parcours, mais oui, oui... il y a l'expérience antérieure, effectivement, oui. Et c'est ça, enfin, au début, j'ai commencé un petit peu en hospitality de luxe, parce que c'est un monde qui m'attire énormément, et qui fait partie aussi du monde aussi du vin. Et puis, effectivement, en 2012, j'arrive effectivement à New York à ce moment-là, aux États-Unis. Et c'est vraiment là, en fait, où démarre ma carrière aux États-Unis, grâce à Château-Guiraud, premier cru Sauternes. Ouais. Et donc du coup, le fait d'être française aux États-Unis, ça propulse beaucoup plus ou c'est Ah oui. parce que souvent on se dit voilà, t'es français, tu connais tout au vin. Est-ce que c'est une réalité? Comment tu as ressenti les choses? Alors moi, je suis arrivée très jeune.
très jeune, parce que comme 21 ans en fait là-bas, donc effectivement on peut bosser dans le vin à 21 ans. Ce qui est l'âge limite pour boire de l'alcool. Ouais, déjà, tout à hein. fait, C'est pas, exactement. il fallait C'est arriver ça. plus tôt. Hein. Voilà. Donc du coup, bon, le timing était plutôt bien calé à ce niveau-là. Et oui, donc du coup, effectivement, j'ai 22 ans et j'arrive en fait dans la jungle new-yorkaise, vraiment pour dire ça. Et en fait, je suis vraiment littéralement propulsée en fait, d'ailleurs au sein d'un distributeur. Je vais en venir en fait à ta question, mais en fait pour mettre le tableau, en fait, il faut s'imaginer en 2012, donc c'est le tout début des smartphones, etc. Moi, j'ai encore ma carte, vraiment, je veux dire, ma map, ma city map de New York que je quadrille, que je coche vraiment au stylo, etc. Et en fait, je suis propulsée dans ce monde-là, au sein d'un distributeur, en bossant avec les équipes de vente là-bas sur place pour représenter Château-Guiraud aux États-Unis et au Canada. Donc, en tant que Française... oui, je suis super bien accueillie, le distributeur est français, donc c'est un environnement qui est quand même assez... ça me rappelle, on va dire, ça me donne un petit cadre aussi français, effectivement sur place. Mais après, oui, vraiment pour tout ce qui est de la démarche commerciale, des pitchs, etc., bah oui, franchement, le fait d'être française, c'est très bien vu. Le fait d'avoir une Française qui représente en plus forcément des produits du terroir de France, ils aiment beaucoup. On a vraiment l'authenticité, on les fait rêver, on fait passer des messages que effectivement les Américains ne peuvent pas faire passer de la même manière. Et je commence à m'en rendre compte. Et c'est vrai que ça commence à prendre rapidement et très rapidement en fait je suis vraiment intégrée, un peu limite propulsée en fait là-bas par rapport à ce que je fais, aussi parce que je représente un beau produit et pour coup un château qui est quand même déjà connu, qui a quand même déjà une notoriété. Le Sauterne en plus, il y avait très très peu de gens sur le marché américain. Je pense que j'étais la première ambassadrice de marque en VIE pour un grand cru classé de Bordeaux, il me semble bien, quand ça a commencé à l'époque, parce que c'était les débuts des VIE. Et donc du coup, effectivement, c'est vrai que ça a un petit peu, un peu cassé le moule et puis c'est un peu propulsé ma carrière, mais aussi c'est vrai que les gens n'étaient pas habitués à ça. Et donc... Et toi, comment tu as... parce qu'au-delà de vendre une bouteille, c'est toujours très compliqué. Pour l'avoir vécu il y a quelques années, quand on faisait des menus dégustation que sur des sauternes, des grandes maisons bien sûr, mais comment toi tu propulsais, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai engouement où il fallait le mettre en scène à travers une mise au vert ou des choses comme ça? Ah oui, j'avais tout un speech vraiment quand même bien rodé et des choses que j'avais un petit peu dénichées moi-même. Je travaillais, je faisais quand même pas mal de choses sur les accords mets vins, c'est vraiment là-dessus en fait que je jouais. Je jouais beaucoup sur le contraste par exemple, on avait un second vin donc qui était un petit peu plus frais, un petit peu plus aérien que effectivement le château. On jouait sur des contrastes avec les huîtres, avec des fruits de mer, sur des choses comme ça. Donc c'est vrai que je le pitchais quand même pas mal en accords mets vins. Je travaillais avec un livre, vraiment un de mon livre fétiche qui s'appelle Papilles et molécules, qui est de François Chartier du Québec. Super, et je jouais en fait avec ça sur les molécules, sur les accords, des choses que des gens ne pensaient pas en fait à apprendre ou à relier. Et ça me permettait de faire des liens qui n'avaient pas forcément été vus et qui permettaient de faire vraiment ressortir le produit comme les gens ne pitchaient pas en fait. Et ça a vraiment pris un engouement et oui, ça a été assez incroyable. Ouais. Bien. Et c'est facile comme ça pour une petite Française qui arrive face aux Américains qui ont la réputation d'avoir un palais peut-être un peu différent du nôtre, pour pas dire autre chose? Tu vois une différence par rapport à ce que tu avais pu connaître en France, même si on a compris que tu étais plutôt grandi aux États-Unis, mais enfin en tout cas en Amérique du Nord. En fait, en Amérique du Nord, il faut savoir que les gens sont presque 2 fois plus éduqués qu'en France en fait. Ah ouais. Parce que en fait, nous ici, on est très chauvin, on boit presque exclusivement du vin français. Oui. Et en fait, en Amérique du Nord, au contraire, ils sont exposés à toutes les cultures, à tous les marchés, à tous les vignobles du monde. Et donc, en fait, ils ont comme une référence et un palais qui est quand même beaucoup plus développé à différents cépages, à différents climats. Et c'est vrai que du coup, les gens sont assez éduqués, en tout cas. Peut-être même, comme je dis, certains même plus que sur le marché français. Et même si effectivement le palais est quand même habitué au sucre,
Donc oui, le sauterne, ça leur parlait, etc. Donc même si aujourd'hui on est 10 ans, un peu plus de 10 ans plus tard, et on a la tendance à réduire le sucre, à être vegan, etc. Mais bon, il faut dire que l'Américain a quand même un palais qui est habitué au sucre, même le nôtre de toute façon. Mais là-bas, c'est vrai qu'ils sont plus exposés au soda, de toute façon à la nourriture qui est un peu plus sucrée. Donc oui, ils avaient quand même cette attirance, et je pense qu'ils comprennent un petit peu mieux. Ils ont plus cette ouverture d'esprit, cette curiosité, déjà de découvrir des produits, et puis d'être à l'écoute de ce qu'on leur raconte. Ouais. D'accord. Et le sauterne, ça marchait bien aux États-Unis? Bah, du coup, moi, je l'ai fait exploser. En tout cas, j'ai fait exploser Château-Guiraud. Ouais. Bravo. Bravo, Ouais. ah oui. Bravo. Donc si les Américains aujourd'hui dégustent du sauterne, c'est en grande partie grâce à Fela. Mais Bravo. attends, Merci, tu rigoles, mais des années, Je rigole pas du tout, c'est ça. des années plus tard, j'ai encore vraiment des gens qui me disent c'est incroyable le travail que tu as fait sur le sauterne, sur Guiraud. Donc en tout cas, si j'ai pu un petit peu, à ma manière, ouvrir la voie sur ça, et ben, le pari était gagné, quoi. Ah bah bravo. Ouais. Et alors, après tout ça, après, Ah oui. on en est où là? Oula, Oula. alors là, si tu fais Oh. tout le CV, ça va être long. Ça va être long. Non mais c'est beaucoup USA, hein, c'est beaucoup des maisons. Mais oui, en gros, Sur en ma tout service de cas, marque. le parcours, il se dessine sur le fait que en 2012, en fait, je démarre mon expérience là-bas, et en fait, comme je dis, tout s'ouvre, la carrière se démarre là-bas. Et au fur et à mesure, en fait, des années, bah, je gagne en expérience, je travaille ensuite pour d'autres vignobles, donc je mets un pied dans les vins du Chili, notamment. Un pays des vins vraiment dont je tombe amoureuse, hein, je ne connaissais pas l'Amérique du Sud. Donc des très beaux vignobles comme l'Apostole, donc Marnier, la famille Marnier qui ont des vignes effectivement là-bas. Errázuriz, donc 2 très grands vignobles du Chili. J'explore des textures, des goûts, des arômes qui m'étaient inconnus, et en fait j'hallucine de ce qu'ils sont capables de produire, en fait. Et en fait, justement, comme on disait juste avant, en France, nous, on n'est pas du tout exposé à ça, en fait. C'est vrai. Donc, je veux dire, mon Cabernet Sauvignon, les grands Cabernet Sauvignon du Chili, aujourd'hui, on y vient petit à petit, même s'ils ont du mal à avoir quand même la reconnaissance qu'ils méritent. Mais vraiment, il y a des très grands vins qui sont faits là-bas, il y a des très grands terroirs. Il faut savoir aussi que c'est un pays qui a beaucoup de vignes franches de pied également, des vieilles vignes, parce que le phylloxéra a très peu atteint en fait ce pays-là. On le sait pas beaucoup, c'est moins communiqué, mais justement, moi, je communiquais beaucoup là-dessus. Donc, on a beaucoup de pureté dans ces vins. Et voilà, j'ai de la chance de représenter ces vins-là toujours vraiment sur le marché américain. Donc, effectivement, on va dire, j'augmente de position, en responsabilité au fur et à mesure des expériences. Je travaille avec beaucoup de distributeurs, beaucoup d'importateurs, donc vraiment, je suis exposée, on va dire, à des acteurs assez vastes. Hein. Ça va des journalistes jusqu'aux sommeliers, à former les équipes de vente, au côté très politique de l'importateur, du distributeur au niveau de la marque, qui est très très particulier au niveau du système des 3 tiers aux États-Unis. Et voilà, et au fur et à mesure, je reviens un petit peu en France, je fais un petit passage en tant que sommelière dans des restaurants étoilés, chef sommelière un petit peu à Lyon également. Donc, alors ça dure quelques mois. C'était très intéressant, mais je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Alors pourquoi c'est-à-dire que être agent, représenter des vins comme ça, et dire tiens, je retourne à Lyon et je vais être sommelière, c'est parce qu'il y avait un petit peu le manque d'ouvrir des bouteilles dans une salle de restaurant, tu avais envie de... En fait, oui, alors il y a toujours des aléas dans le parcours. Donc notamment voilà, sur des jobs qui se sont arrêtés, etc. Donc effectivement, il y a des moments de flottement où on se dit qu'est-ce qu'on veut faire. C'est sûr que moi, d'être partie à 14 ans en Amérique du Nord, j'ai quand même été, faut le dire, déracinée d'une certaine manière. Moi, j'en garde quand même un bon et un lourd souvenir. Enfin, moi, mon intégration, elle a quand même été particulière au Canada au début, parce qu'il n'y a que la langue qui est similaire, mais sinon la culture est très nord-américaine. Même si après, ça a été une super expérience et ça m'a permis de venir aux États-Unis. Mais donc oui, je pense que j'étais en manque du terroir, des racines, de vivre dans les buildings à Manhattan, voilà, entouré des klaxons, des taxis, de la pollution. Voilà, c'est super. J'avais la vingtaine, j'ai vraiment vécu ma vie, comme on dit là-bas. J'ai bien fait l'expérience de Manhattan, mais voilà, les racines et le terroir français me manquaient. Et je pense que j'avais besoin de revenir un petit peu à ça. Oui. Donc effectivement, j'ai eu besoin de revenir côté sommellerie, une expérience que je n'avais pas eue de toute façon, puisque avec un background plutôt en business, de toute façon, je ne souhaitais pas à la base être sommelière. Mais avoir l'envie, par contre, de me confronter à ça, au service, à l'environnement
luxe, des étoilés également, qui m'attiraient de toute façon. C'était une super expérience. Ce que j'en ai retenu, j'ai adoré la proximité avec les clients. Ça, c'était la meilleure partie, en fait, plutôt la communication, présenter les vins, etc. Mais après, voilà, le côté vraiment purement servi, je ne me voyais pas rester en restauration pour le reste du parcours. Ça, c'est Bourgogne Society, c'est ça? C'était, alors non, c'est un petit peu, vous piochez un peu dans les... Je pioche partout, je suis piocheur. C'est dans les expériences, voilà. Ah, ok, avant. Ce Bourgogne Society, moi j'aime bien l'idée. Hein. Ouais, Bourgogne Society, c'était très bien. Privé, 80 membres VIP internationaux. Ouais. Alors c'est quoi ça? Ah oui, alors qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est des anecdotes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça m'intéresse. Ah oui, j'ai besoin de aussi, savoir. oui. Pareil, c'est les aléas de... Enfin, pas les aléas, en fait, mais c'est le parcours professionnel qui est un petit peu... qui est pas en ligne droite, de toute façon, ça... c'est sûr qu'il l'est pas. Bon, on y reviendra après, mais donc moi j'avais déjà lancé ma marque de champagne et effectivement j'ai eu l'occasion de travailler à Beaune au sein d'un super club qui s'appelle effectivement le club 1243 et ça a été en même temps, voilà, dans le parcours entrepreneurial, hein, comme on dit, de travailler en même temps et à côté. Donc pendant que je lançais ma marque, je travaillais également, voilà, j'ai fait quelques mois dans ce très beau club qui en plus, voilà, a une exposition internationale qui réunit parmi les plus grands collectionneurs passionnés de Bourgogne et voilà, la chance de travailler avec des super personnes et puis surtout voilà, entouré de vins et d'avoir fait des expériences vins que certainement que je ne referai jamais de ma vie. Ah oui, on n'en saura pas beaucoup plus, c'est très mystérieux. On n'a pas le droit d'en parler. Le côté club est toujours très mystérieux. C'est vrai, oui, effectivement, j'avais pas vu les dates, mais tu as monté du coup ta marque de champagne en 2019. C'est ça. Parce que donc, pour ceux qui s'intéressent, le club 1243, c'était 2021-2022, on fait tout le parcours, on donne toutes les dates. Mais 2019, alors tu lances ta marque de champagne. Voilà, donc là on est un peu dans le cœur du sujet actuellement, voilà, et ce que je fais. Alors, c'est ça, en fait, au fur et à mesure, peut-être juste petite anecdote, que moi j'ai toujours souhaité travailler dans le champagne. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est un produit qui m'a toujours transporté mon école de commerce où en fait je me suis dit j'aimerais travailler en marketing, en vente, mais tu sais quand on est étudiant on sait pas quoi, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire en marketing, etc. Et je commençais à regarder un petit peu sur LinkedIn, les parcours, les profils, etc. Puis je me disais il y a des gens qui travaillent dans le champagne, mais pourtant bon, ils sont pas sommeliers, ils ont pas fait ça avant, c'est quoi leur parcours? J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça. Et effectivement, oui, passionnée par le luxe et par tout cet environnement un petit peu d'hospitality haut de gamme, et ben, c'est vrai que le champagne m'a fascinée tout de suite. Et je me suis dit, un jour, je travaillerai dans le champagne. Et donc, au fur et à mesure de mon parcours, je travaillais dans le vin, essentiellement. J'essayais, j'ai postulé plein de fois pour travailler dans le champagne. Et c'est un milieu, comme vous savez, qui est extrêmement fermé. On me disait, oui, tu as de l'expérience dans le vin, mais tu n'as pas d'expérience dans le champagne. Or, c'était exactement la même chose, effectivement, sur ce que je faisais au niveau de mon job, effectivement, aux États-Unis. Et on rappelle quand même que le champagne est un vin, bien sûr, officiellement. Exactement, en plus. C'est ce que j'ai appris dans ce podcast. Donc, je vous le dis. Mais le commun des mortels ne le sait pas. On dit souvent vin et champagne, alors qu'évidemment, c'est un vin. Physiquement. Et enfin, effectivement, 2017-2018, je me perds un peu dans les dates, mais c'est ça, en gros, j'ai l'opportunité de prendre un super job pour une belle maison de champagne sur les États-Unis. Et là, je suis en fait vice-présidente de leur structure en fait là-bas, donc super pour moi, énorme opportunité, très beau poste. Comme on dit, le well-paid job à New York, très beau poste, très bien payé, un petit peu le Graal de, voilà, au bout de 7-8 ans d'avoir fait ce parcours, d'accéder à ce poste-là. Ça, jeune, hein. Beaucoup de flexibilité, beaucoup d'autonomie. Et donc là, je manageais l'identité vers la structure là-bas. Et le rôle, c'était vraiment de créer, en fait, de monter vraiment la distribution sur place. Surtout que c'est une marque qui n'avait pas forcément fait grand-chose auparavant. Donc il y avait vraiment tout à faire. C'est un peu comme si ça m'avait préparé à mon expérience, justement, que j'allais faire entrepreneuriale. Et effectivement, au bout d'un an, je décide de démissionner de ce poste-là pour lancer mon propre projet, ma propre marque et me lancer dans ce projet complètement fou avec mon partenaire. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Tu dis, moi j'ai envie de faire mon propre champagne. Alors faire son propre champagne, ça implique beaucoup de choses. Oui, c'est pas tout à fait ça, effectivement. Le projet, alors j'ai toujours su que
que j'aurais un projet effectivement entrepreneurial, un projet à moi. Je ne savais pas comment, sous quelle forme. Beaucoup de gens dans l'industrie me disaient « Ah Fiona, je suis sûre qu'on va te revoir, tu auras ta société d'importation, on va te revoir dans quelques années, tu auras ci, tu auras ça ». Et puis en fait, au bout d'un moment, effectivement, plus de 8 ans à effectivement parler et à faire la promotion en fait, de différents vignobles, tellement de gens autour de moi m'ont dit mais c'est incroyable en fait ce que tu communiques derrière les marques, tu devrais avoir ta propre marque, tu devrais avoir ton propre projet. Puis bon, vous savez, ça trotte dans la tête, ce genre de choses, c'est pas du jour au lendemain. Et sous l'impulsion de mon partenaire à l'époque, effectivement, que je rencontre en fait à ce moment-là, qui lui a un profil totalement différent du mien, qui est pas du tout dans le monde du vin, mais un profil plutôt digital. On se rencontre à Montréal. Et très rapidement, on a envie de créer quelque chose ensemble. Moi, voilà, dans l'expérience dans laquelle je suis, j'ai envie de passer à autre chose. Et on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et en fait, ça a littéralement commencé à un matin, je pense bien, qu'il m'a dit, mais toi, en fait, qu'est-ce que tu veux faire là pour les prochaines années ? Et je lui ai dit, mais écoute, j'aimerais bien peut-être avoir ma propre marque de champagne. Voilà, c'est parti comme ça. Ah ouais. Et puis c'était il y a 6 ans, presque 5 ans, 6 ans, c'est ça ? Oui, c'est sûr. On a eu l'idée, effectivement, en 2019, de créer cette marque-là. En fait, tout a été mis en place en 2019, c'est ça. Donc, vous verrez, effectivement, juste avant le Covid. Et, bon timing. Voilà, donc effectivement, ça, on ne le savait pas auparavant. On a mis 1 an à tout mettre en place. Oui, c'est un rêve qui est devenu réalité. Oui, complètement. Lui s'est lancé dans le projet complètement avec moi. C'est vraiment un projet qui s'est fait à deux. L'idée, elle est venue ensemble de créer ça. Et voilà, en fait, on a eu vraiment cette idée complètement folle. Parce que maintenant, c'est vrai que ce genre de projet, ça se démocratise pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est que l'appellation s'ouvre un petit peu aux projets un petit peu plus hybrides, un peu plus hors normes, on va dire. Mais à l'époque, encore, c'était un peu... kamikaze, enfin très très avant-gardiste en tout cas d'avoir ce genre de projet et surtout de se dire comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on va mettre ça sur pied, comment c'est possible en fait de lancer sa propre marque de champagne. Bah oui. Et mais du coup c'est comme ça la question pour moi, parce que pour moi là, un truc de champagne, alors désolé, je représente encore une fois les clients, mais pour moi quelqu'un qui lance sa marque de champagne. Bon, il a déjà un domaine, alors je sais pas comment on les appelle, en champagne, il a un domaine, il a une veste en tweed, il a une Jaguar, ça date de ses arrière-grands-parents, voilà. Et comment on fait pour lancer ça de A à Z ? C'est improbable, comment on fait ? C'est improbable, c'est un projet vraiment, vraiment dingue. Alors effectivement, ce qui est juste génial, c'est que on est très peu d'entrepreneurs en fait en Champagne. Je pense que je suis une des seules femmes même entrepreneurs dans la Champagne pour monter ce genre de choses. Je parle pas des vigneronnes, attention, mais vraiment sur le projet entrepreneurial, ce qui est le cas. Et justement, ce qui est assez sympa, c'est que je ne suis pas dans la peau d'une vigneronne pour le coup. Donc même si effectivement, on a toute la passion du vin, mais ce qui est génial, c'est que je vais me placer d'un point de vue qui est justement très différent d'un producteur. Je ne suis pas dans mes vignes, je ne travaille pas la vigne tous les jours, mais par contre, je vais venir avec un point de vue qui est beaucoup plus en tant qu'expert, sommelier, et puis aussi avec un background qui est finalement beaucoup plus marketing, beaucoup plus management, et également finalement d'un point de vue aussi beaucoup plus consommateur également. Moi, je voulais vraiment avoir une marque de champagne que les gens puissent boire, que moi j'aime boire et que les gens aiment boire. Et donc, voilà, ça nous a pris 1 an pour tout mettre sur pied. De la structure aux États-Unis, qui est donc en fait dans le mouvement, on a créé notre propre structure d'importation qui est en fait en Californie pour importer nos propres champagnes. On a pris toutes nos licences, donc ça a pris déjà beaucoup de temps. Et ensuite, on est venu en Champagne et on a rencontré des dizaines de personnes pour savoir comment est-ce qu'on allait lancer ça. Et ils ont été contents, surpris, qui étaient un peu... les on vignerons, a eu tout. De tout. On a eu de tout, surtout l'ancienne génération, la génération des parents, même de nos parents, mais qui est encore très tradie en Champagne et puis même ailleurs d'ailleurs. Quand on voit déjà de toute façon que leurs enfants reprennent les domaines et qu'en bio déjà c'est un peu, ils sont un peu déjà fous pour eux où ça passe pas trop. Imaginez nous qui ne venons pas de la Champagne, comme on dit, qui a un point de vue vraiment outsider. Alors déjà on n'était pas vignerons, on venait pas de la Champagne, donc effectivement là c'est complètement la folie quoi. Et donc on a eu vraiment des gens qui nous ont dit mais qu'est-ce que vous faites, enfin en fait voilà vous êtes c'est votre projet un peu fou quoi. Ouais, ça marchera pas. Ouais. Et puis ensuite on s'est adressé plutôt à la jeune génération et c'est là en fait où ça fonctionnait. Et en fait
en fait, en dégustant plusieurs choses, en rencontrant plusieurs personnes. Moi, j'avais eu un coup de cœur déjà sur certaines choses que j'avais dégustées, sur certaines personnes. Et là, je me suis dit, ça, c'est la nouvelle génération en Champagne. Bien avant l'histoire en fait, justement, de cette explosion des champagnes de vignerons. Ce qui est très drôle, c'est que j'avais même pas, d'ailleurs, encore ce projet en tête. C'était juste avant. Et je m'étais dit, il y a un vrai nouveau truc, là, qui arrive en Champagne. Et en fait, c'est ça que je voulais faire passer comme message et surtout mettre en place, parce qu'il faut s'imaginer que la marque, elle a d'abord et exclusivement démarré sur le marché américain. Le projet est vraiment parti pour le marché américain. Donc là, oui, l'approche était différente. Oui, tout à fait. Donc ça peut rassurer comme faire peur aussi, quoi. Mais du coup, comment ça se passe? On achète quoi, du fruit, des parcelles? En fait, alors moi, je me dis plutôt comme une créatrice de champagne, on va dire. Vraiment, c'est du sur-mesure. Donc, en fait, je vais sélectionner mes jus, mes cuvées. C'est du sur-mesure au niveau du dosage aussi, au niveau des assemblages maintenant. Et c'est vraiment mes sélections personnalisées sur mes coups de cœur, sur ce que j'ai aimé, ce que je souhaite mettre en bouteille, ce que je souhaite montrer vraiment aux gens, quoi. Ah oui, d'accord. Donc tu fais des assemblages selon les avec les vignerons. Pour avoir le résultat escompté. Et tu as un espace approprié en Champagne? Non, là, vraiment, c'est vraiment tout le vigneron qui gère toute la production. Moi, c'est vraiment plutôt... c'est mes sélections, en fait, on va dire. C'est vraiment un travail de sélection personnalisé. Et au fur et à mesure, j'espère pouvoir avoir un petit peu plus d'intervention sur les champagnes. Mais comme vous savez, il faut 3-4 ans pour avoir des champagnes. Et nous, effectivement, comme on s'est lancé tout de suite, et évidemment, c'est vraiment d'abord un travail de sélection qu'on a mis en place. Et puis, après, l'idée, ça s'est un petit peu développé, de travailler avec différents vignerons, d'apporter autre chose, de faire des petites cuvées exclusives. Et là, ça a été la suite du projet aussi que j'ai mis en place. Top. Et donc, tu vends toujours à l'étranger? Très peu en France? Oui, alors le marché américain, tout s'est lancé en fait en ligne. Donc vraiment, tout s'est lancé via notre boutique en ligne. Donc ça, c'était encore en même temps hyper avant-gardiste. En fait, on était le premier champagne exclusif seulement en ligne, uniquement digital en fait, 100% digital aux États-Unis. Et donc on lançait tout en fait par notre marque et notre boutique en ligne. Je ne voulais plus avoir affaire à tout le système des 3 tiers qui est très laborieux aux États-Unis avec les importateurs, les distributeurs, toutes les marges pas possibles. Et donc on voulait apporter aussi ce côté un petit peu jeune, frais. On s'adressait à une clientèle qui était une nouvelle génération en fait de consommateurs, de buveurs de champagne, de passionnés de vin. Vous le verrez aussi tout à l'heure, c'est pour ça que le packaging et l'étiquette est très moderne, très contemporain, très coloré, très festif. C'est quelque chose qu'on voit toujours pas, mais vraiment qu'on ne voyait pas du tout il y a encore 5 ans quand on l'a lancé. Ça pouvait même choquer. Enfin, l'idée, c'était vraiment de casser les codes du champagne et d'embarquer le consommateur dans un univers totalement différent, à la fois avoir un sourcing qui soit au top qualité avec des vignerons qui bossent au plus près de la nature, en bio, en biodie, et vraiment avoir un produit qui soit sourcé du top. Mais à l'extérieur, on voulait une étiquette qui ne se prenne pas la tête et aussi dire on veut rendre ça accessible un petit peu à tout le monde et à cette jeune génération aux États-Unis finalement qui ne connaît très très peu le champagne ou qui connaît qu'à travers Veuve Clicquot. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai. C'est très Veuve Clicquot les États-Unis. Très Veuve Clicquot, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et comment on fait du coup de la publicité? Comment on se fait connaître sans goûter? Parce que c'est quand même beaucoup quelque chose qui se boit, qui se goûte. Et 100% digital, comment ça se passe? Eh bien, écoute, on a lancé en plus, effectivement, le Covid est arrivé, c'était pas prévu, mais de toute façon, l'idée, c'était d'être tout en digital. Donc, en fait, ce qui a été assez dingue, c'est qu'on a réussi quand même à lancer une marque de champagne qu'à travers les réseaux sociaux et notamment Instagram. C'est fou, ça. Donc ça, c'est fou. On a vraiment... C'est le premier champagne Instagram, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Okay. C'est ça. Ouais. On a vraiment créé, en fait, un engouement, une communauté, vraiment en communiquant en fait sur ce qu'on allait faire, en mettant des teasings, en mettant des vidéos. Donc mon partenaire était vraiment aussi calé là-dessus, donc c'est vraiment lui qui m'aiguillait et qui était vraiment sur cette partie-là, qui dirigeait la partie digitale. Et on a réussi en fait à créer vraiment cette image, cette nouvelle marque de champagne qui arrivait, de personnes, de jeunes qui étaient derrière ça. L'idée c'était vraiment aussi que ça soit tout transparent, ça soit authentique, et puis que ça soit qu'il y ait vraiment ce lien émotionnel où on sache qui était derrière la bouteille de champagne, derrière la marque. Oui, et ça, je pense que c'est vraiment unique. T'as personnifié un peu la exactement, marque, vraiment. Donc tout est autour du storytelling, de mon image aussi également, champagne de femme aussi, ou d'entrepreneur aussi également, qui est vraiment pas commun.
Et voilà, aussi de cette nouvelle génération qui allait très très bien avec les réseaux sociaux et cet engouement digital, quoi, finalement. Donc c'est toi l'influenceuse de ton propre champagne. Alors influenceuse, oui, j'aime pas trop le terme, mais on Ouais, va dire qui que je suis personne ne l'aime. l'image de marque, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, C'est sûr, d'accord. bah oui, c'est Ouais. sûr. Effectivement, c'est moi qui incarne l'image de marque et il y a rien de plus beau au final de pouvoir incarner son propre produit et sa propre marque. Et je pense que c'est ça qui fait que voilà, que ça ajoute un petit peu la touche en plus, la valeur ajoutée, on va dire, du produit. Super. J'ai envie de goûter quand même. Oui, c'est Tout à l'heure, là, j'ai envie de Alors, goûter. Vous savez qu'on a des verres assez beaux, hein, les verres. Je monte la boîte. Le Riedel, Vélos, qui sont Il me face à nous. il me fera tout faire celui-là. Ouais, on espère que tu sois. Voilà. Ouais. Riedel Je Vélos. me suis permis de servir un peu de vin blanc dans ce verre-là. L'idée, Fiona, c'est de vraiment comment toi tu appréhendes le vin, comment tu l'apprécies. Voilà, c'est une dégustation à l'aveugle, mais qui est vraiment ouverte au plaisir avant tout. Bon, à chaque fois, je donne mon avis, je me plante tout le temps. Donc, il y a du fruit. Hein. Oui, il y a du fruit, voilà. Non, mais voilà, l'idée de cette dégustation, c'est déjà de trinquer, parce qu'on on est dans un lieu sympathique. Santé, merci Fiona. Merci de participer à ce joli moment avec nous. Merci à vous. Et le lancement. Ils sont légers, ils sont toujours aussi légers. Toujours aussi véloces, bien sûr, mais toujours aussi légers. Voilà, c'est très léger, très, très bien équilibré, très aérien. Bon, ça manque quelques températures, mais... ça, c'est mon truc. Voilà. Ça te plaît Ça me plaît. Je commence à te connaître, je sais ce qui te fait plaisir ou pas. Alors écoute, honnête, moi, c'est pas trop mon truc. D'accord. Non, mais il faut être honnête. Juste, c'est vraiment très personnel. Hein. J'ai un petit peu ce côté un petit peu lourd, un petit peu alcooleux au nez. Et puis, je le ressens aussi un petit peu en bouche. Après, c'est vrai que j'aime des vins avec un petit peu plus de matière, de texture. Après, par contre, ça se boit très bien. C'est très facile à boire. Donc effectivement, c'est un millésime qui est un peu généreux, c'est 2023. Et quel alcool, hein. Oui, il y a un petit peu de générosité, on va dire. C'est des vins un peu charnus, effectivement, un peu plus amples. Oui, il est charnu. Il y a de la chair. Ah oui. Ouais, il faut... Oui, c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un cépage qui te donne envie qui t'exprime? Écoute, au tout début, je m'orientais sur du chenin. D'accord. Mais je ne pense pas, au final. Enfin, je crois. J'ai un nez chenin et à la fois, le côté très alcooleux me fait plutôt penser à des vins blancs du Sud, avec des assemblages en fait de cépages blancs un petit peu mixés dedans. Comme, tu vois, de la Grenache blanc, un peu de Colombard, un peu de Roussanne, je sais pas, un peu ces mélanges-là, finalement, du Sud. Oui, wow. Je vois ce que tu veux dire. Je connais pas. Non, mais c'est... Oui, il y a Chenin, j'avais. On a parcouru le Chenin, d'ailleurs, hein, qui est... Val-de-Loire. Ouais, voilà. Personne à la ref, bon, tant pis. Je la garde pour moi. Très bien. C'était Kyo, bon, voilà. Toi, t'as grandi aux US, donc t'as pas Kyo, mais... Désolé. 100% chardonnay, donc un cépage qu'on aime bien. Effectivement, c'est un cépage là qui représente un peu de générosité. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Voilà, j'étais pas sur le Chardot là. Ouais. Pas de souci. Et on est dans le Jura. Ok. Donc Jurassien 2023 sur le domaine Rollet. D'accord. Donc c'est des vins que j'aime bien moi de manière générale parce que c'est des vins qui se prêtent bien à des plats actuels. Bon, on arrive un petit peu sur le printemps avec des asperges, des produits un petit peu comme ça. Mais effectivement, c'est des vins qui sont assez réconfortants. Donc là, effectivement, ils sont un tout petit peu généreux. Je te suis sur l'approche un peu alcooleuse du vin. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est des coups de cœur que j'aime bien mettre en scène sur ce type de moment, avec effectivement dans un registre apéritif, avec un peu de fromage, mais aussi aller chercher, pourquoi pas, une côte de cochon avec quelques morilles, des asperges, voilà, histoire de passer un joli moment. C'est très déroutant parce que je l'aurais vraiment pas placé dans le Jura, pour le coup. Ouais, je suis assez d'accord. Chardonnay, c'est un truc qui se boit beaucoup aux US. Oui, Chardonnay. Ouais, voilà. Chardonnay all day. Ils le sortent à chaque fois, oui, c'est ça. Mais pas du Jura, visiblement. Alors, ils font pas trop la différence. Oui, alors ça, là-dessus, ils sont moins éduqués. En fait, ça dépend. Hein. Effectivement, sur les cartes des vins, c'est par cépage. Ouais.
Et beaucoup plutôt. chardonnay, ouais. Oui, exactement. Mais de toute façon, tu as vraiment la population qui est éduquée et qui ne l'est pas. Hein. Ils ne sont pas tous. Hein. Oui, Je bien parlais sûr. plutôt des gens dans le vin, effectivement. Mais sinon, ceux qui ne sont pas dans le vin, c'est voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est très limité, effectivement. Ouais. Au cépage, en tout cas. Ouais. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, dans ton business model au niveau de la Champagne, est-ce que tu as besoin de retourner à l'étranger pour pouvoir promouvoir un petit peu ta maison de champagne ou pas, ou ça marche comme ça déjà? Oui, là en plus le modèle a un petit peu changé parce qu'on avait démarré, donc comme je te le disais, 100% en ligne. Et ça effectivement, c'est un modèle qu'on est en train de revoir pour, voilà, on va dire enfin, on a lancé en plein milieu du Covid, donc il y a eu des bonnes et des mauvaises choses, comme quand tu lances un business, donc il y a toujours de l'adaptation et des changements à faire. Et là, je suis repartie un petit peu sur un peu un changement pas radical, mais non, pas radical, mais on va dire que j'ai besoin aussi de retourner sur le système plus traditionnel en termes de distribution pour notamment en fait en termes de volume et en termes de vente. Parce que c'est vrai que le digital, ça a été une super idée en fait au départ, et c'est des canaux qui ont quand même pas mal fonctionné, mais en termes de volume, c'est quand même pas la même chose que de sortir des palettes. Et ça, effectivement, on s'en rend compte au fur et à mesure, on s'adapte. C'est des choses que voilà, tu peux pas prévoir forcément d'avance. Surtout que les 2 premières années de Covid nous ont pas aidés parce que je n'ai pas pu me déplacer en fait pour faire le lancement de la marque sur le marché, parce que malgré le fait que c'était lancé via les réseaux sociaux, il y avait quand même des actions et des présentations, des dégustations évidemment qui devaient être faites sur place. Et on a eu 2 ans en fait où je ne suis pas venue en fait finalement sur le marché pour présenter la marque et pour la lancer. Et donc aujourd'hui voilà, j'ai quand même cette envie en plus de retourner sur le circuit un peu plus tradi, dans le sens où j'ai envie que mon champagne soit aussi dégusté dans des beaux établissements, dans des hôtels, et que les gens puissent aussi faire le lien. Ils l'ont acheté en ligne ou ils l'ont trouvé d'une manière ou d'une autre, effectivement, directement au particulier, et puis pouvoir les retrouver aussi dans quelques établissements sympas où une clientèle internationale vient aussi. Donc oui, du coup, je me déplace quand même de toute façon beaucoup sur le marché américain. Et puis maintenant aussi, de toute façon, maintenant que je suis de retour en France, beaucoup en Champagne aussi, les allers-retours. Et l'idée maintenant, c'est que la marque évolue aussi sur d'autres marchés à l'international. Ok. Et en France, du coup? Et en France, Oui, exactement. France, quand même. Bien sûr. Oui. C'est pas fait que pour les Américains, le champagne. Non, bien sûr, bien sûr. Je vais aller chercher la bouteille justement, puisqu'on en Ah, parle. très bien. J'arrive. Comment on vit l'arrivée de Trump quand on vend les champagnes français? Alors écoute, moi les tarifs ne me font pas du tout peur. Là, tout le monde s'excite sur les 200% de tarifs, mais je serais quand même la première surprise. Enfin, est-ce que vous vous imaginez Trump, qui est pote avec Bernard Arnault, mettre 200% sur les champagnes, sur les vins? C'est ce que tout le monde dit. Ouais, oui, je pense que c'est très très peu probable, parce que ça veut dire qu'on... Non, en fait, ce n'est même pas imaginable, en fait, 200%. Ouais. Donc non, je m'inquiète pas, et je préfère attendre de voir plutôt que de spéculer de qu'est-ce que ça va faire. Et, voilà. Bon, toi, t'es prête avec les 200%, parce que si tu fais que du digital, tu squeezes quand même une grande partie des... C'est vrai. Bah moi, oui, tu resteras moins cher. Exactement, je retournerai peut-être 100% sur le digital, tout à fait. Ah bah voilà. Oui, donc la première bouteille, effectivement, le chardonnay. Ok. Ah oui, l'étiquette, oui. Ah, une belle étiquette. Ouais. Très, très pop. Ah oui, ça fait festif, hein. Exactement. Donc c'est vrai que ça sortait complètement du cadre des étiquettes tradies de la Champagne. Ça peut choquer, hein, voire même. Complètement, encore en France, même d'ailleurs. Je pense plus en France qu'aux États-Unis. Alors, c'est un parti pris. Hein. Je veux dire, c'est comme l'opéra. On adore ou on déteste. D'accord. En fait. Ok, pourquoi pas. Donc, en général, il n'y a pas trop d'entre-deux. Mais en tout cas, oui, c'est très festif. Alors, l'étiquette, le design a été créé par une Colombienne. En plus, donc on a vraiment ce côté très chaleureux, très coloré, et ça l'est de toute façon avec le pitch qu'on en avait dit en fait pour notre marque. Et effectivement, on a les flèches qui sont le symbole vraiment du rendez-vous. D'accord. C'est le symbole en fait de notre rendez-vous avec mon partenaire aussi lorsqu'on l'a créé, mais également avec les clients, avec les consommateurs, pour partager les bulles, la bouteille, et puis aussi le rendez-vous avec les vignerons avec lesquels on collabore. Donc il y avait vraiment toute une symbolique. Et puis rendez-vous, c'est ça, rendez-vous. En anglais, c'était sympa aussi. Oui. Et comme en français, ça symbolise vraiment cette réunion, le partage, vraiment le plaisir de transmettre et de partager ensemble. Donc, je trouvais que le nom était bien approprié. Et après, voilà, les couleurs, ça va avec, en fait. Hein, c'est vraiment le côté très joyeux, très festif.
Et on voulait vraiment... on était un peu les vilains petits canards de la Champagne, mais on voulait un peu assumer le fait qu'on était des outsiders et qu'on faisait les choses de manière différente et qu'on se fasse remarquer un peu d'une manière ou d'une c'est autre. hyper malin, parce que sur Voilà. une table, on sait tout de suite que c'est vous, en fait. Exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, on me dit est-ce que tu vas changer l'étiquette Est-ce qu'elle va évoluer je ne dis pas non, peut-être pour le marché européen ou français, mais en fait, maintenant, je suis quand même fière de dire qu'elles sont quand même servies sur des tables de 3 étoiles et que en fait, maintenant, c'est notre identité et que les gens nous reconnaissent aussi. Bah oui, il faut y aller, il faut assumer. oui, grâce c'est à ça. Donc, Et c'est important, le visuel, d'abord on boit ou on mange avec les yeux, donc effectivement rendez-vous parle, mais effectivement l'identité d'une étiquette est importante. Ah oui. Et j'espère qu'elle a été assez fraîche. Je voulais pas, voilà, elle Voilà. a été secouée un petit peu. Ah, ça, Aurélien, il fait ça à chaque fois. C'est sa blague. Je vais aller chercher un petit... Non, mais c'est vrai qu'elle est sympa, cette étiquette-là. Alors, Diane Salem, le Oui. champagne Diane Salem. Oui, tout à fait. Alors, donc Diane, c'est mon deuxième prénom. Je voulais D'accord. pas mettre le champagne Fiona, Ok. d'une manière ou d'une autre. Et puis surtout, en fait, Diane, c'est le prénom, donc c'est mon deuxième prénom, mais c'est le prénom que ma grand-mère souhaitait me donner, en fait. Et c'est elle qui m'a un petit peu embarquée dans toute la partie gastronomie, vin, avec ses histoires et par leurs histoires aussi avec mon grand-père. Donc ça lui rend hommage aussi également. D'accord. Et Salem, c'est le nom de famille de mon partenaire avec qui j'ai créé la marque. Donc c'était... Merci. Oui, c'est pas la ville aux États-Unis des sorcières, hein, ça n'a rien à voir. Alors, rien à voir, non. D'accord. Et Salem veut dire, en arabe, veut dire la paix. Donc, c'est un Ah oui, d'origine rien à voir. arabe et Ok. c'est la paix. Donc, en plus, voilà, ça allait bien avec. Et Alors, du coup, Diane, Fiona. déesse de la chasse, c'est peut-être pour ça les flèches. Rien à voir. Pourquoi pas, finalement? On peut aussi Bon, bah, j'ai donné l'explication. le lier à ça, exactement. Ok, très Là, bien. tu as un crachoir si tu veux. Moi, j'ai des questions concernant effectivement le champagne. Moi, je suis fan de champagne. Je vois écrit extra brut premier cru, donc ça ne Oui. parle pas à tout le monde. Je pense qu'effectivement, dans l'air du temps, on parlait de maison de champagne et aujourd'hui d'artisans. Donc, il y a eu vraiment ce tournant important. Il y a pour l'avoir vécu un peu plus d'une dizaine d'années, où il n'y avait que des grandes maisons, comme Veuve Clicquot, comme toutes ces grandes maisons. Et puis, il y a eu ces artisans qui ont mis en bouteille et qui ont décidé de changer un petit peu l'état d'esprit du champagne sur le dosage, aller chercher des dosages un peu moins importants, d'où les non dosés et les extra bruts. Donc pour toi, c'était important de faire un champagne dans cette lignée-là, sans trop de sucre. Je pense que c'est comme ça que tu vois un petit peu la nouvelle génération des consommateurs, tout simplement. Alors oui, il y a deux parties à la réponse. Alors en fait, on a une gamme de 3 champagnes. D'accord. Sur la gamme, on va dire, principale. On a le brut, l'extra brut et le rosé. Et donc même le brut, on est autour de 5-6 grammes, donc on n'est vraiment pas dans les bruts très dosés des grandes marques à 12. Hein. Et effectivement, sur l'extra brut, on est environ à 3. Et même sur le rosé, maintenant, on le dose en extra brut autour de 2. Voilà. Et alors, oui, c'est vrai que de toute façon, l'idée, c'était premièrement d'amener, de un petit peu familiariser la clientèle, en tout cas export international, avec le champagne nature. Et en fait, je crois qu'on a, je pense pas me tromper, qu'on a beaucoup participé à démocratiser ce nom champagne nature, parce qu'on le... natural champagne, en tout cas, je parle pas des zéro dosage en termes de champagne nature à ce niveau-là, mais le terme natural champagne comme vin nature, en fait, ce n'était pas vraiment employé. Et en fait, quand on a lancé la marque, on s'est beaucoup appuyé là-dessus, parce que c'est vraiment en fait ce qu'on voulait faire. Et en fait, nous, on était fans de tous les produits bio, biodie, nature, c'est ce que l'on consommait nous-mêmes. Et en fait, moi, j'ai vu une opportunité en me disant aussi... Ok, en fait, aux États-Unis, il y a vraiment 2 mondes. Il y a vraiment le monde, déjà en général, en Champagne, c'est ça, le monde des marques, des grandes marques, et le monde des champagnes des vignerons. Mais c'est vrai que sur le marché export, une bouteille sur 2 reste de toute façon vendue soit en tant que Mouette, Veuve Clicquot, etc. Donc les grandes marques se sont faites connaître à l'export, celles qui sont arrivées au départ, avec le pouvoir effectivement marketing, financier. Donc elles ont lancé effectivement le champagne à l'export, ce qui est super. Mais donc effectivement, il faut imaginer aux États-Unis que c'est, encore une fois, comme je dis, une bouteille sur 2 qui est vendue des grandes marques. Ah oui.
Donc c'est très très stéréotypé et les gens ont quand même cette idée-là des bulles qui sont pas forcément très raffinées, un champagne qui est un peu lourd, un peu alcooleux et puis surtout qui est bourré d'additifs, on va pas se le cacher. Et puis de l'autre côté, on a vraiment les champagnes de vignerons qui sont beaucoup plus connus par les chefs sommeliers des grandes villes, à New York, à Los Angeles, un petit peu les sommeliers geeks qui vont se passer le mot, etc. Mais faut bien se dire que le consommateur, lui, n'est pas du tout dans ce microcosme en fait là. Et en fait, encore aujourd'hui, nous, on évolue dans ce monde-là, donc on dit tout le monde connaît les champagnes de vignerons, tout le monde boit ci, boit ça, parce qu'on a la même communauté en plus sur Instagram, mais pas du tout en fait. Et donc en fait, l'idée c'était vraiment de démocratiser ça et de dire en fait, nous, on aimerait faire un concept un petit peu hybride, vraiment créer une marque en tant que telle. Donc je dis c'est une marque contemporaine, une boutique champagne brand. Moi c'est ça que j'aime bien dire, c'est parce que c'est artisanal, ça va aller chercher ce côté vraiment où on va sourcer des jus de super qualité avec les meilleurs vignerons, des meilleurs terroirs qui sont faits dans ce 1% des champagnes qui sont faits de manière bio et nature, ce qui est quand même du coup très rare. On a la chance de pouvoir collaborer avec ces gens-là finalement. Et de l'autre côté, par contre, vraiment de l'implanter comme une marque, en fait, avec une identité, une image, un marketing. Et puis finalement, moi, mon background et mon expertise qui fait que je vais aller chercher ces réseaux-là que peut-être un vigneron, un producteur ne peut, lui, ne pas aller chercher. D'accord. Donc c'était vraiment ça l'idée. C'est vraiment un modèle hybride qui n'existe pas trop finalement en Champagne aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que entre geeks, en passionnés, on a effectivement les mêmes repères de vignerons, d'artisans, de copains, et qu'on veut avoir sur carte, qu'on veut goûter, qu'on veut avoir dans nos caves. Mais effectivement, l'exemple, c'est toi. Est-ce que toi, tu veux boire un champagne qui te fait plaisir, qui donne pas mal à la tête et Moi, c'était mal au ventre. Ouais, mal au ventre. Ah ouais, c'est ça. Chaque fois, j'avais mal au ventre avec le champagne. Alors, du mauvais champagne. Oui. Voilà, oui, sûrement. Ouais, mais c'est ça. Mais qui parfois était d'ailleurs très cher, hein, mais c'était pas le bon, quoi, c'est tout. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur l'achat d'étiquettes, en fait, sur le champagne, c'est encore pire que sur le vin. C'est-à-dire qu'en fait, tu parlais de mouette ou de Clicquot, c'est du Coca-Cola, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je veux le même, qui a le même goût tout le temps, et c'est l'étiquette, et je montre. On stéréotype un peu ainsi, oui. C'est très stéréotypé. Mais c'est un vrai travail d'œnologue. Hein. Pour le coup, il souhaite avoir le même goût, peu importe où tu es dans le monde. Il faut que tu te dises, voilà, ça, je bois du Moët et Chandon à New York, Los Angeles. Non, ça doit être dur aussi de faire son trou comme marque de qualité, parce qu'effectivement, on a l'image du champagne où ça s'asperge à la F1, où les footballeurs font les verses par terre, où t'as le truc là, avec l'as de pique, là, où ils font n'importe quoi. Enfin, c'est en plus parfois un peu même mal noté, connoté d'une certaine manière. Donc, c'est dur de faire son trou là-dedans. Donc, effectivement, le mix entre les deux. Et je pense que ça fait intéressant où tu peux trouver justement les deux cibles. Oui, et puis surtout, effectivement, on connaît des gens qui ont créé leur marque de champagne comme des célébrités. Donc, effectivement, eux n'ont rien à voir avec le monde du vin. Ils vont faire quelque chose avec un vigneron un peu lambda, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, et puis la marque et la notoriété va faire que ça prend. Là, il y a vraiment un travail d'expertise, de sélection, de passion, parce que c'est vraiment ça à la base en fait. Moi, ça fait plus de 13 ans maintenant que je suis dans l'industrie, et l'idée c'était vraiment d'apporter un produit qui soit vraiment de haute qualité, que j'aime boire, que j'aime partager, et surtout la plus belle récompense que je peux avoir, c'est un peu des gens comme toi, ou même dans ma famille, dans mes amis, des gens qui n'aiment pas le champagne, ou qui ne sont pas buveurs de champagne, et en fait, ils vont prendre ça, ils se servent, ils se resservent, ils ne se rendent même pas compte en fait qu'ils sont en train de boire leur verre. Ouais. Et c'est vraiment de pouvoir se dire, ok, on redéfinit un peu ce côté champagne. Les gens qui me disent, mais on a bu une bouteille, on n'a pas eu mal à la tête le lendemain, c'est passé, c'était incroyable, c'était d'une légèreté, c'est là en fait on a tout gagné parce que ça c'est un meilleur argument ça. Ah mais complètement. Alors se resserre du champagne, ça je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le meilleur argument. C'est ça. Parce que moi je suis pas fâché avec l'alcool d'une manière générale, mais en général le champagne effectivement je me resserre pas trop parce qu'il y a ce côté un peu c'est une aigreur, enfin ça peut faire même d'avoir des petits pics dans l'estomac et tu dis je vais en prendre un, c'est déjà bien. Et pourtant c'est à chaque fois des flûtes ou des coupes, c'est pas des gros volumes. Mais tu te dis, le deuxième, effectivement, je pense que toi, quand tu vois quelqu'un se resservir, tu te dis, là, c'est gagné. On a gagné, le pari est gagné, et puis c'est ça qu'on voulait amener. Et en termes d'assemblage, donc on a quoi comme cépage Alors, donc là, on est donc sur les 3 cépages principaux de la Champagne, donc on a un petit peu plus de pinot noir, mais on est pratiquement à un tiers.
Donc Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay. On est donc tout dans la montagne de Reims, tout en premier cru. Oui, parce que c'est légèrement coloré. Exactement. Voilà, on est principalement sur les terroirs de Chamery, Vrigny, Coulombe-la-Montagne. D'accord. Et voilà, en fait, on est vraiment là, on est sur des bases 2020. Donc en fait, on a la chance aussi d'avoir des champagnes qui soient, qui restent entre 4 et 5 ans aussi avant de sortir. Donc ça, c'est ce qu'on voulait apporter. En fait, j'adore parce que c'est un hybride entre... Les amateurs de champagne vont reconnaître tout de suite la qualité et la personne qui n'est pas habituée au champagne va aussi adorer. Ça va lui permettre en fait de passer par exemple je prends le cas aux États-Unis, d'un prosecco par exemple, à une expérience de la champagne qu'elle n'est pas forcément familière. Donc il y a vraiment les équilibres entre l'acidité, entre les amertumes. Et je trouve que là en fait on a un bon équilibre parce que déjà on peut jouer sur les cépages. Je pense que les assemblages aussi c'est un petit peu plus accessible pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils aiment, s'ils aiment les blancs de noir, les blancs de blanc, etc. Donc là, tu joues un petit peu avec les différents terroirs, les textures. Là, on est sur le côté un peu sableux, le côté argileux. On a la craie qui revient derrière. Donc on a vraiment la belle expression de champagne. Et à la fois, on est quand même sur des vins de super qualité, sur des bases avec donc des élevages prolongés, sur des vins qui n'ont pas eu de filtration, très très peu dosés en soufre. Et puis voilà, on joue avec ces trois cépages différents. Donc on arrive vraiment à ce dosage entre avoir un joli contraste pour les amateurs et puis pour les novices aussi. Toi qui es très actif, je vois sur les réseaux, qui met toujours en avant les beaux endroits, les beaux champagnes. Tu considères que ton champagne aujourd'hui sur les belles tables doit être bu dans quel contexte ? En tout cas celui-ci. Alors écoute, en toutes circonstances. Oui, ça c'est. Mais sur les belles tables, de l'apéritif jusqu'au dessert, si tu veux, oui, en expérience gastronomique, on fait des super choses. J'ai eu la chance l'année dernière de rencontrer Arnaud Lallemand de l'Assiette Champenoise. 3 étoiles Michelin, et de pouvoir faire une expérience exclusive avec lui dans son restaurant. Donc on s'amuse beaucoup sur les accords mets et vins, donc c'est vraiment un parcours sensoriel avec il y a à peu près 8 plats, c'est à peu près 8 services, et on est tout en accord avec nos 4 champagnes. D'accord. Et là en fait on va jouer avec les textures, donc à chaque fois nous on se challenge pour proposer telle et telle chose sur ce qu'il va faire ou sur la nouvelle carte et tout, donc ça c'est très cool. Après lui c'est vrai que c'est un maître, donc il va déguster les champagnes, il va dire ok je le vois là-dessus, donc ça lui il est déjà transporté. Mais donc du coup par contre ça permet de voir vraiment le côté hyper versatile des cuvées, du champagne jusqu'au dessert. Par exemple, je pense qu'un accord qui m'a le plus marqué, c'est une cuvée exclusive que je fais sur du 100% Meunier. On l'a fait l'année dernière sur un accord mets et vin, sur un dessert, tout en fruits confits, avec beaucoup de coins, avec des oranges confites. Et en fait, je n'arrivais pas, moi, à accorder mes champagnes avec un dessert. D'accord. Et pourtant, c'est un 0 dosage. J'avais peur du contraste, en fait, en fin de compte. Mais, par exemple, ça a été une des plus belles surprises de dire que ça peut être jusqu'à accorder jusqu'au dessert. Alors, bien sûr, avec les bons accords. Mais, du coup, voilà, je pense que j'ai envie que les gens, ils aient du fun avec ce champagne. Je veux pas que... c'est pas une prise de tête, tu vois. En fait, derrière... Je veux pas être classée dans la catégorie des champagnes de vignerons, même si on collabore avec des vignerons, mais on est une marque en fait contemporaine. C'est vraiment ça que je dis d'ailleurs. Tu vois, je mets Established 2020 en fait 2020 sur l'étiquette, ce qui est assez rare. Et derrière, t'as pas la description détaillée des plants de vigne, des parcelles, etc. C'est vraiment en fait plutôt du fun. En fait, voilà comment est-ce que c'est un petit peu perçu, et puis surtout de prendre du plaisir, et puis quelle texture un peu on va avoir en bouche. Et c'est un peu ça, quoi. Ça va de l'apéritif jusqu'au repas gastronomique 3 étoiles. Et tu sais, Fiona, que c'est un peu le rêve de beaucoup de sommeliers d'avoir ses propres vins, ses propres vignes. Donc je trouve que c'est une belle leçon de vie. En tout cas, tu as bien mis les choses en place pour réaliser un projet. Donc ton rêve qui est devenu réalité. Tu en as certainement beaucoup d'autres. Mais je trouve que c'est un joli clin d'œil de vie parce que voilà, goûter un projet, c'est toujours très séduisant, et de le vivre encore, parce que des fois, c'est un projet qui arrive et puis on passe à autre chose. Mais l'avantage de cette bouteille rendez-vous, c'est qu'elle continue tout au long de ta vie. Et je trouve que c'est un joli moment. Merci pour ça. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut le trouver d'ailleurs, le champagne rendez-vous sur les... Alors,
Sur un site? Sur Sur Instagram? Alors sur Instagram, oui. Ici en France, pour l'instant, c'est vraiment directement aux particuliers encore. Ok. Mis à part dans quelques restaurants étoilés comme chez Arnaud à l'Assiette Champenoise. Et ça s'en vient au fur et à mesure du développement. On pourra le trouver de plus en plus sur les tables parce que ça, c'est vraiment en cours. Ça a été la deuxième partie du programme, du parcours, qui n'était pas initialement prévu. Mais donc là, c'est le développement qui est en train de se faire. Donc actuellement, c'est vraiment en direct par mois. Donc voilà, sur Instagram, par mail. Et on peut commander. Et on peut commander. Bah, très bien. Donc en plus de ça, Fiona, que fais-tu en ce moment? Quels sont un petit peu tes projets de vie? Alors c'est 100% de champagne. 100%. Je suis 100% dédiée, 99% dédiée à mon projet entrepreneurial. J'ai repris toute seule l'affaire. Donc D'accord. je fais le boulot de 10 personnes. Donc ça me prend beaucoup de temps. Ok. Mais voilà, après les passions tournent de toute façon toujours autour du vin, toujours autour des restaurants, des voyages. Et voilà, c'est la passion. C'est une passion, mais c'est aussi, comme vous le savez, un style de vie. Donc je pense que quand on est dans ce métier-là, c'est jamais bien loin entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Tout tourne autour un peu de ça. Où est-ce qu'on consomme le plus de champagne d'ailleurs dans le monde? C'est aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. Ouais, c'est aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Ouais, donc pas idiot le marché américain, effectivement. C'est ça. Je valide. J'ai vécu à Londres, il y a beaucoup de gens qui consomment aussi du champagne à Londres. Peut-être moins aujourd'hui, mais c'est vrai que Londres... Ah oui, Londres, ça consomme du champagne? Ouais. Bah, Alors. très bon en tout cas, ça me donne pas Ouais. mal au ventre. Merci Non. beaucoup. D'ailleurs, moi j'ai quasiment fini. Hein. Ah, mais oui. Incroyable. Et voilà, c'est gagné. Ça, c'est gagné, Tu vois, Fiona, je te dis, sur... on s'en sur rend pas Aurélien. Sur Aurélien, c'est gagné. C'est difficile, hein, Aurélien, un champagne. Ah bah, c'est bien. C'est vrai. Tu parlais pas mal de dosage. Oui. Alors, moi, encore une fois, j'y connais rien. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, un champagne dosé, non dosé, ou plus Oui. ou moins dosé? Alors le dosage, c'est vraiment en fait l'apport en sucre en fait finalement qui va être dans la bouteille. C'est ce qui va vraiment définir cette notion de brut, extra brut, de D'accord. zéro dosage. Et en fait, c'est assez intéressant l'exercice des dosages pour le coup. Parce que, donc, par exemple, mon brut est fait sur la même base en fait que l'extra brut, c'est une déclinaison. Mais alors pour le coup, comme je dis à chaque fois, c'est un individu totalement différent. C'est 2 salles, 2 ambiances. Donc c'est vraiment un style à part, c'est une autre personnalité dans la bouteille, c'est une autre symphonie, c'est un autre moment. C'est drôle parce que je pense que en tant que palais de sommeliers ou de personnes dans l'industrie, donc de plus en plus on tend vers l'extra brut ou le zéro dosage parce qu'on n'aime pas quand le vin, on dit, est maquillé. En fait, plus le vin en fait est fait de manière naturelle et fait de manière saine, moins tu as besoin de le camoufler. Donc c'est vrai qu'on prend ça en contraste avec les grandes marques qui ont été toujours dosées à 11, 12, etc. Donc on va toujours retrouver un petit peu ces gros dosages en fait, sur les grosses marques qui produisent des millions de bouteilles qui camouflaient un petit peu tout ça. Donc on a été aussi habitué à ça en fait en Champagne. Et là on est vraiment passé, on a switché sur un mode vraiment sur des dosages très très faibles. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, le brut, nous, qu'on fait, il est entre 5 et 6 grammes, ce qui est quand même proche de l'extra brut finalement. Ouais. Et j'aime bien parce que tu vois, dans le champagne, ça va faire ressortir le côté un petit peu plus velouté, un petit peu plus caramel, un peu plus soyeux. C'est un côté un petit peu plus réconfortant près du feu de cheminée. C'est peut-être quelque chose que, voilà, un vin que tu veux partager peut-être plus en tête à tête. Ça, c'est plutôt, tu vois, sur l'extra brut, il y a ce côté un petit peu plus minéral, un petit peu plus crayeux, qui donne un petit peu ce côté un petit peu plus vif. Le brut, il a vraiment ce côté cosy, en fait, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un autre contexte. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, parce que c'est vraiment à quel moment on a envie d'ouvrir le champagne. Donc le dosage, c'est ça. C'est vraiment, ça te donne ce caractère. Ok. Bah, merci pour l'explication. C'est vrai qu'on ne dirait pas, mais moi, je vois qu'en fonction de l'heure de la journée ou avec qui tu es, comment tu appréhendes le monde du champagne ou de l'effervescent, c'est vrai que le dosage a une vraie importance. Et tu vois, à l'époque, nos grands-parents buvaient des champagnes très sucrés, parce que c'était surtout voué au dessert. C'est ça. Comme la cuisine était riche avec du gras, du sucre, aujourd'hui on enlève le gras, on enlève le sucre. Et il faut que justement le vin et le champagne arrivent à justement diminuer pour aller chercher effectivement plus de texture, plus de profondeur de terroir, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, pommader, maquiller, c'est plus du tout ce qu'on a envie de faire. On a envie de vérité, on a envie d'aller chercher des identités. Et je trouve que la gastronomie évolue comme des grands chefs. Et il faut que les vins suivent, parce qu'effectivement, pour jouer avec les accords, il faut aller
évoluer dans le même sens, quoi. Oui. Mais plus c'est sucré, c'est pas plus facile à vendre, je sens, parce que tout le monde va un petit peu aimer en fait. Personne va dire, c'est trop acide ou je sais pas quoi. Le palais Bah oui. humain est de toute façon très très porté Oui. sur le sucre, on est habitué au sucre, donc oui, tu vas avoir ce côté qui est beaucoup plus accessible. C'est Ouais. pour ça aussi que je recommande, lorsque les gens de toute façon ne sont pas experts, ne sont pas dans l'industrie, moi je les passe sur le brut d'abord, Ah bah oui. parce que c'est une bonne entrée en matière, et puis on va dire que ça plaît à beaucoup plus de palais, c'est plus accessible, c'est sûr. Bien sûr. Ok. Et tu vois, toi, par exemple, tu vas peut-être plus apprécier quand t'as faim manger du sucre à 16h, mais après un repas, après 4 plats, t'as pas oui. forcément envie de manger Oui. du sucre Ah, bah, parce évidemment. que t'es saturé, ton palais est saturé, Tu as raison. donc t'as envie d'aller chercher soit un fromage, soit potentiellement un dessert peu sucré sur la fraîcheur, l'acidité, la légèreté. Et donc il faut qu'il y ait un écho dans le verre et qui fasse du plaisir jusqu'au bout, qui te procure du plaisir jusqu'au bout, quoi. Ouais. Voilà. C'est Je vrai. vais te faire la question Ça marche. d'une Le minute. coup de feu. Le coup de fire. feu, le fire, Ouais. exactement. Est-ce que tu es prête? Bah écoute, allons-y. Restaurant bistrot ou restaurant gastro? Gastro. Déjeuner sans faim ou dîner dégustation? Dîner dégustation. Bar à cocktail ou bar à vin? Bar à vin. Pourquoi? Je suis pas cocktail. T'es pas du tout cocktail? Je suis pas trop alcool fort. Je tiens pas trop l'alcool. Très bien, très bon choix de carrière du coup. C'est très très bien. Tout à fait. Mais je déguste, je ne bois pas. Oui, assez. c'est vrai. C'est pas la même chose. Tu préfères un champagne dégorgé à la pince ou sabré? Sabré. Alors attendez. Et je le sabre. Alors, Justement. justement. C'est ces histoires dégueulasses là. C'est quoi cette histoire de dégorger à la pince là? Ah, parce C'est que ça. en fait, c'est une grande professionnelle de sabrage de champagne. Mais j'ai vu sur Instagram, parce que j'ai pas le CV, D'ailleurs, mais j'avais j'aurais pu le l'Instagram. sabrer là. Voilà. Et donc, ah oui, bah moi je suis quasiment aussi. Enfin, moi je suis semi-professionnel. Donc semi-amateur. Tu étais professionnel pour déguster. J'ai eu des Voilà. accidents. Mais tout va bien. Non, mais il faut que tu expliques parce qu'effectivement, pour les gens qui savent pas, il y a une grande différence pour l'ouverture des bouteilles en tout cas. Moi, de toute façon, c'est ma grande passion de sabrer, donc sabrage. Sabrage, voilà. Ah, mais c'est la fête le sabrage quand Ah, même. c'est la fête, Ouais. puis c'est stylé. Ah, bah Je veux oui, dire, c'est la classe. quand ça marche, hein. Ouais. Voilà. Parce que quand t'entends le ting et le truc est pas parti, tu fais attends, Alors, la bouteille est passée fraîche. Non, mais t'arrives ceux à qui la nous soirée, tu sabres, Voilà. c'est bien. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, souvent on le fait tard parce que c'est festif. Ouais. Faites attention parce que ça peut être dangereux. Oui. Donc Oui. si vous ne maîtrisez pas le geste, Ça, c'est demandez sûr. à quelqu'un qui le fait bien. Moi aussi, j'adore ça. Dégorger à la pince, c'est vraiment un exercice plutôt pour les vignerons. Donc ils dégorgent pour enlever effectivement le dépôt. Enfin voilà, c'est vraiment un exercice différent. Sabrer, c'est plutôt festif pour des moments entre copains, mais c'est vrai que l'autre, c'est plutôt des vignerons qui dégorgent de manière D'accord. beaucoup plus professionnelle. Quoi, ils enlèvent le bouchon, ils enlèvent le. Exactement. D'accord. Bon, très bien. Oui, c'est moins facile, effectivement. Oui, mais c'est un exercice qu'il faut maîtriser aussi. Donc, apéritif ou digestif? Apéritif. Champagne ou crément? Champagne. Ouais. Voilà. Accord mets et vin ou bouteille de champagne? D'accord, mais vin. Oui, tu aimes... Ouais, j'adore. Ouais. Puis il faut manger avec, je comprends. avec le champagne. Champagne blanc de blanc ou blanc de noir? Blanc de noir. Alors, Ah oui, bah parce que je sais pas ce que c'est. j'attendais que tu poses la question. Oui, bah je sais pas ce que c'est. Ce blanc de blanc, j'ai le La voilà, référence. la ref. Bah, moi c'est Ruinard, donc pareil, moi on est sur l'étiquette, hein, vraiment, vraiment. Oh non. Ah, Non, le pas. débile, ah, oui, avec la, Non, mais- la truc en plus, la petite couverture là. J'aime bien. Bon, ben ça, je suis jugé. Mais alors blanc de noir, j'ai pas ça. Déjà, Alors, c'est un fais-la. peu antinomique, blanc de noir. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est la même chose, mais avec un cépage noir. Avec des Ah, cépages d'accord. noirs. Donc là, on est sur le pinot noir. On va être sur du 100% pinot noir. Mais ça fait un peu rosé du coup, non? C'est. Non, la teinte, elle est Un peu comme ça. un petit peu Ah, teintée. Tu d'accord, peux ok. avoir une légère teinte, mais voilà, on va avoir Ok. blanc de blanc. T'es plus un petit peu sur la fraîcheur, sur la finesse, sur l'acidité. Mhm. Un peu, c'est stéréotypé, mais c'est un petit peu ça. Et le pinot noir va t'apporter des champagnes qui ont un petit peu plus de structure, un peu plus de corps, un peu plus de matière d'assise aussi. Donc moi, j'aime beaucoup. Ok. Moi, je préfère aussi les blancs de noir sur la vinosité, sur l'intensité des textures. À savoir que voilà, ça veut dire très clairement pulpe blanche, peau blanche, blanc de blanc. Ah, de noir, c'est pulpe ça, blanche. blanc de blanc. Et peau Les peaux noire. Donc ça permet effectivement de voir tout de suite la différence. Alors après, l'aveugle, c'est toujours un peu délicat en fonction des styles des maisons d'aller trouver. De toute manière, déguster à l'aveugle en Champagne, c'est très compliqué. C'est un exercice de style de très haute voltige. Alors on continue pour toi. Découverte ou buveur d'étiquette? Découverte. Découverte. Bien sûr. Ouais, On a c'est sûr. que ça à chaque fois, on a que la découverte. Maison Moi, j'aime les Champagne ou artisan champenois?
Artisan champenois, of course. Mais quand tu as commencé, tu as goûté des grandes maisons de champagne qui t'ont attiré pour. Enfin, forcément, j'imagine, mais quelle est la maison de champagne qui t'a marqué? Krug 1989. Ah oui. Je suis tombée amoureuse du champagne grâce à ça. Wow, c'est beau. Champagne brut. Attends, excusez-moi. Il y a des années sur le champagne. Oui, on parle de millésime. Ça, c'est les fameux vins le champagne de vigneron, on entend parler depuis tout à l'heure. Alors non, en fait, le fait qu'un champagne soit millésimé, c'est-à-dire que tu vas vraiment prendre en fait les raisins de cette année-là en particulier. D'accord. Tandis que effectivement la particularité sur le champagne, en tout cas, c'est qu'on a la mention non millésimée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un assemblage d'années. De toute façon, tout l'art de la champagne est autour de l'assemblage. Assemblage de terroir, assemblage de raisins, assemblage d'années. Donc c'est ça aussi qui fait la beauté du champagne. Tu peux avoir des raisins de 2019, 2020. Exactement, tout à fait. Et lorsqu'un champagne est millésimé, on a vraiment pris les raisins de cette année-là. Donc c'est une photographie vraiment de ce que le vin a donné cette année en particulier. Oui, cette année sur la bouteille. En revanche, la règle, c'est que c'est les fruits de cette année-là. Exactement. D'accord. On apprend plein de choses aujourd'hui. Champagne brut ou extra brut? Extra brut. Extra brut. Fromage ou dessert? Fromage. Dur à dire. Fromage et dessert. Fromage et dessert. Il faut toujours un fromage, c'est important. C'est ça. Thé ou café? Thé. Le matin? Tout le temps. Tout le temps. Je suis une grande passionnée de thé. Ouais. J'ai commencé dans le thé avant d'aller dans le vin avec mes parents. D'accord. Ah oui? Oui. D'accord. Ouais. Et Oui, c'est on l'a pas ça le évoqué prochain sur le projet? CV. C'est pas une maison de thé? J'y reviendrai pas, mais, marque de thé. Mais ça a été une expérience incroyable et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le monde. C'est comme ça que je me suis fait mon palais aussi. Parce que les thés sont très très subtils et puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont ouvert une des plus belles maisons de thé de Montréal et on a eu accès à des jardins aujourd'hui qui ne sortent plus de ni de Chine ni du Japon. Donc j'ai goûté des choses extraordinaires qui m'ont vraiment forgé le palais. Et c'est beaucoup plus subtil pour que le vin. Ça va chercher quand même des arômes très 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 subtils. Oui. Ah oui. C'est vrai. Et il y a ces notions aussi de perception comme l'umami qu'on peut pas retrouver forcément partout. Oui. Et de couleurs aussi. Oui. Oui, tout à fait. Mais du coup, pas trop de café. Pas de café. Pas de café. J'en étais sûr. Ça me fait de la tachycardie. Il y en a un petit peu aussi quand même de caféine ou de théine, non? La théine, mais en fait, on dit toujours le thé c'est stimulant, énergisant, et le café est excitant. Ah, d'accord. Donc, si vous voulez pas être excité, mais avoir de l'énergie toute la journée, il faut prendre des très beaux thés verts, thé noir, et là, il n'y aura pas l'effet de la caféine, et en plus, ça apporte plein de bienfaits d'antioxydants, enfin, c'est incroyable. Voilà. On a le prochain projet. Voilà. Cigare Cohiba, Parides Extra ou Partagas 2? Alors, je suis une récente fumeuse de cigares, mais pas une connaisseuse à ce point-là, donc j'irai sur le premier, je ne connais pas le deuxième. Bah, ça fait partie, oui, des plus grands cigares au monde. Donc, ok, alors ça rentrera dans mes références. Cognac ou Armagnac? Cognac. Cognac. Et on termine par une soirée canap ou fiesta all night? Canap. Canap, plutôt repos. Ouais, j'ai passé ma période festive à New York de fond en comble. Là, je suis canap maintenant. D'accord. Avec un thé. Ou avec du champagne du coup le soir. Oui, toujours, oui, pas champagne. Thé, non, ça vaut quoi, du champagne. Le thé, ça s'arrête à 15h. Okay. Bah, bravo, merci d'avoir répondu au coup de foudre d'Aurélien qui, à chaque fois, qui met tout le monde sous pression. Merci beaucoup, Fiona. Merci à vous. Fiona, Diane, du coup, on a le deuxième prénom. Alors, si tu veux, tout à fait. Voilà. Retrouvez, du coup, sur les réseaux, le Champagne Rendez-vous, et bientôt sur les meilleures tables de France. Et puis sinon, payez-vous un petit billet, et puis allez aux États-Unis, et puis vous aurez aussi ce qu'il vous faut. C'était pas simple de participer, je sais que c'est toujours particulier. En plus, on a le CV et tout, donc c'est très bien sorti. Merci beaucoup, super parcours. Merci beaucoup. Comme quoi, il faut parfois, même quand on a un super job, bien payé, se dire, allez, ciao, et puis au moins, on vit sa vie. Et puis on regrette pas, surtout. On le regrette pas, mais c'est un sacré challenge. Je dis pas que c'est pour tout le monde, faut avoir la fibre, faut être prêt à faire tellement de sacrifices. Voilà, c'est un gros pari. C'est un gros pari, mais quand on a la niaque, on y va. Que tu regrettes pas? Non, pas du tout. Bon, il y aura un prochain projet. Oui, certainement. J'en suis sûr. Oui. En tout cas, merci. Merci beaucoup de l'invitation, merci à vous, vraiment, c'était un plaisir de participer à ce nouveau podcast et un plaisir d'échanger avec vous. Partagez, et merci à tous de nous avoir suivis, et on se voit très bientôt avec un nouvel invité. Merci Aurélien. Avec plaisir, merci Seb. Merci.